bienvenue mesdames et messieurs dans Perfect Actu de ce lundi 17 avril 2023. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et de vous présenter cette émission axée sur les grandes questions d'actualité. L'actualité est dominée, mesdames et messieurs, par des propos provocateurs ou polémiques du président rwandais Paul Kagame qui estime que le Rwanda a des terres ici en République démocratique du Congo et c'est ce qui explique même la guerre ou l'insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va tenter de décrypter cette question au cours de cette émission. De quelle terre Paul Kagame parle-t-il? On va essayer de décrypter en long et en large cette question qui suscite déjà de la polémique au sein de l'opinion nationale et même internationale. L'actualité, c'est également le conclave tenu la semaine dernière à Lubumbashi par les leaders de l'opposition. Ils étaient au total 4, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Délice Sanga se sont réunis pour évoquer les grandes questions de l'heure et le 13 mai, ils vont marcher pour exiger donc la réqualification du processus électoral et même la récomposition du bureau de la CENI et de la Cour constitutionnelle. On ne va pas oublier les députés nationaux Nsingi Pululu, porteur de la proposition de loi Tchani, qui revient de nouveau pour évoquer la responsabilité des Katangais dans la destruction de la RDC. Comment avez-vous jugé ces propos? Est-ce que le député a été responsable ou mature même dans sa prise de parole sur la voie publique? On en parle sur ces plateaux avec Jonathan Gwele de la coalition Lamuka, initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, cher Hervé, de l'opportunité et surtout de ces grands privilèges de nous inviter de nouveau sur votre plateau de télé et particulièrement de l'émission Perfect Actu. Je me permets de saluer tous nos compatriotes qui nous suivent ou que nous suivrons de par les rediffusions et également la grande équipe technique grâce aux efforts duquel nous allons bien évidemment parvenir aux différents ménages des Congolais. Permettez en entame de notre émission que je puisse joindre ma voix à celui d'un compatriote. Lui, c'est Manik Siyenda, qui depuis plus de 2 mois et 20 jours, plus de 2 mois et 20 jours, les compatriotes n'a toujours pas connu. C'est pourquoi il lui est reproché. Il n'est pas en mesure d'entrer en contact avec ses avocats, moins encore de sa famille et même pas de ses proches. Nous nous posons la question si effectivement nous sommes dans un état bananière où les textes de la République ne sont respectés par ceux qui sont censés les appliquer, ou nous sommes simplement dans une histoire familiale où chacun agit selon ses tempéraments et émotions. Parce que si l'État était effectivement là, les compatriotes Yenda, de par la volonté de la Constitution, devaient déjà être mis au courant de ce pourquoi il lui est reproché et être présenté devant son juge. Nous l'encourageons à résister, comme nous l'avons déjà dit et comme nous avons pris l'engagement le 24 janvier 2019, de résister face à ces pouvoirs de prédateurs, ces pouvoirs de mercenaires payés pour détruire les Congos, mais également aussi joindre la voix à un compatriote qui réclame son bien. Lui, c'est le compatriote Jimmy Kitenge Manganda, qui voit ses biens, notamment sa voiture Toyota Mercedes-Benz ML, et son téléphone portable qui à ce jour est géré par les services de M. Mbelou. Nous posons la question de savoir si ces biens-là aussi est objet de l'infraction pour laquelle les compatriotes a fait la prison et aujourd'hui libéré. Si ce n'est pas le cas, rendez-lui son bien. Nous qui n'avons pas trempé dans la gabégie ou la gestion sur pied des détournements de biens de l'État, nous peinons à avoir nos biens. Pour acheter un véhicule, il faut économiser, il faut que femmes et enfants subissent un peu pour qu'on arrive à avoir un véhicule. Et si on l'a, c'est pour nous aider et aider notre mobilité et même notre famille. Aujourd'hui, les compatriotes se voient être piétons et pourtant il a un bien, qu'un service à gérer et qui détient comme ça de manière allégrée. Donc nous pensons que cette dénonciation qui déjà a été formulée par ses avocats par une correspondance officielle va parvenir à monsieur qui gère le véhicule et son téléphone. Ils vont bien évidemment décider de les retourner. Très bien. On va parler actualité, Jonathan. Paul Kagame, président rwandais, continue d'invectiver la République démocratique du Congo. Kagame continue de nous narguer encore une fois de plus. Il se permet de déclarer que le Rwanda revendique ces terres qui se trouvent, je préfère même utiliser les conditionnels, ces terres qui se trouveraient en République démocratique du Congo.
Comment avez-vous reçu ces propos de Paul Kagame? Est-ce que c'est de la folie de la part de ses présidents ou c'est de la provocation? C'est de l'audace. Okay. Il faut le dire comme ça. Simplement parce que M. Kagame a compris que le pouvoir de Kinshasa est amorphe. Le pouvoir de Kinshasa n'est pas assez responsable. Le pouvoir de Kinshasa n'est pas assez courageux pour batailler en vue du respect de sa population, du respect de son territoire national et du respect de ses institutions. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, la RDC, grâce à la gouvernance de M. Antoine, est proie des insultes, est proie des invectives de tous bords. Vous allez vous rappeler qu'il y a 3 mois exactement, M. Ndayishimiye a outragé, pour ne pas dire a insulté, nos services de sécurité. Aucunement, la République démocratique du Congo, de par ses institutions, n'ont été beaucoup plus courageux pour répondre à M. Ndayishimiye. Et plus grave encore, pour aller lui demander de retirer ses propos. Nous l'avons endossé de manière bête. Et lorsqu'on posera la question cette fois-là à un officiel, voici sa réponse. Il s'appelle Patrick. Il dit, ce que M. Ndayishimiye a dit n'engage que lui. Est-ce qu'un responsable, un dépositaire de fonctions étatiques pouvait tenir ce genre de discours alors que votre armée, votre police est copieusement insultée? Mais il est porte-parole du gouvernement. J'arrive. Il ne parle pas pour son propre compte. Voilà. Donc si les gouvernements de la République, par son porte-parole, pensent que ce que M. Ndayishimiye avait dit en son temps n'engageait que lui, ça veut dire qu'on a perdu nos repères. Nous avons perdu nos repères. Parce que l'État, notamment dans sa volée diplomatique, parce que l'État fonctionne également dans ces volets-là, voudra que toute provocation puisse être répondue par des actes de force, comme on dit. Du point de vue gestion, les rapports de force seuls orientent les relations. Mais aujourd'hui, si certains peuvent penser qu'ils sont plus forts que nous, et que nous qui pensons être moins forts que eux, nous encaissons leur cours, ça veut dire que nous ne sommes pas responsables. Ce n'est pas dans ces premiers dérives, ce n'est pas dans ces premiers sursauts d'audace. M. Kagame a eu l'habitude de dire et de proférer des trucs contre la nation. Mais quelles sont les positions émises par l'État congolais pour faire croire à M. Kagame qu'effectivement, nous avons cerné ton jeu. Et cette fois-là, nous sommes prêts à répondre coup sur coup. Nous avons, nous, ici, arrêté des espions rwandais. Et je cherche là où les procès de ces deux espions rwandais sont organisés. On n'en parle plus. Voilà. Nous avons ici arrêté 2 militaires rwandais. Identifiés, matricules, unités, chefs de peloton et tout. Je cherche à savoir où ces 2 officiers rwandais sont entendus et jugés. Vous comprenez qu'en réalité, nous voulons nous encaisser. Mais je voudrais dire à M. Kagame que déjà lorsque l'on était à Berlin, et lui et moi n'étions pas encore nés, ça veut dire qu'en réalité, la question de la répartition de terre, M. Kagame ne les connaît pas. Et nous affirmons dans notre constitution que nous sommes dans nos frontières depuis 1960. Mais il faut poser la question à M. Kagame. Les terres pour lesquelles il penserait en être propriétaire au Congo lui ont été données depuis quand? En 1960, je doute fort. Après 1960, j'en doute encore. En 2000, j'en doute. En 2015, j'en doute. En 2020, je commence à avoir un peu raison. Comment ça? Parce que lorsque ces gens arrivaient au pouvoir, ils ont été beaucoup plus courageux. M. Antoine et son équipe a octroyé le droit de raffiner notre or à une société rwandaise. Ce qui permettait en ces temps-là que les citoyens rwandais entrent sur le sol congolais et prennent cet or-là pour les raffiner là-bas. C'est parce que ils leur ont donné les droits d'exploiter notre or d'office. Ils ont des terres au Congo. Deuxièmement, ces mêmes pouvoirs étaient courageux pour permettre à l'entreprise rwandaise de survoler l'espace aérien congolais d'office de par les airs congolais. Mais c'était au nom des accords économiques conclus entre Kinshasa et Kigali. Est-ce que quelqu'un de cette gouvernance ou encore les communicants là peuvent être courageuses pour nous dire combien nous avons nous gagné en termes de ces partenariats économiques?
Nous avons gagné combien pour les 2, 3, 4 années que ces partenariats vivent? Parce qu'un partenariat n'a pas que pour objet de cession de droits, mais également de bénéfices. Qu'avons-nous gagné comme bénéfice de ces droits donnés? Ce fait ça là les questions capitales. Mais aujourd'hui là, vous allez voir que c'est même Patrick, dans sa communication, il est en train de blaguer. Il vous dit non, sa voisine, une personne qui a perdu la tête. Est-ce que cette communication-là, elle est proportionnelle à cette communication provocatrice que M. Kagame a tenue? Donc, est-ce qu'il a parlé pour son propre compte ou il a été mandaté par le gouvernement pour engager pour engager tous les pays? Déjà, il faut dire que Patrick confond un peu du tout. Hein. Il ne sait pas quand est-ce qu'il parle comme personnalité, quand est-ce qu'il parle comme membre de la gouvernance. On ne sait même pas comprendre, il agit quand, de manière officielle, il agit quand comme personnalité. C'est fait ça la réalité. Et pour des questions telles que ceux que venait de dire M. Kagame, nous devons voir en urgence être convoqués, soit des conseils des ministres, soit le conseil supérieur de la défense. Après quoi une communication devait être tenue. Mais on ne le fait pas. Ça veut dire comme d'habitude, les Congolais doivent être là à encaisser le coup. Même Mike Tyson, dans sa technique de combat, non seulement il a encaissé, mais il était prêt à envoyer des KO. On va revenir sur la position de Kinshasa par rapport à cette position plus responsable. À ces allégations provocatrices de Paul Kagame. Mais une autre question, selon plusieurs historiens, lors de la conférence de Berlin, le Rwanda n'existait pas. Alors, les terres réclamées aujourd'hui par Paul Kagame, s'agit-il du Nord Kivu ou du Grand Kivu? S'agit-il de la grande province orientale? De quelle terre Paul Kagame parle-t-il aujourd'hui? Vous savez, si et seulement s'il m'était permis, j'allais dire que M. Kagame est peut-être atteint d'une amnésie passagère. Parce que lorsque l'on est responsable étatique, la première des choses qu'il faille maîtriser, et je l'ai même lu récemment dans l'ouvrage d'Éric Zemmour, un quinquennat pour rien, il faille maîtriser l'histoire. L'histoire de son pays et peut-être du continent dans lequel est son pays. Pensez-vous que le président rwandais ignore l'histoire du Rwanda et de l'Afrique? Non, lorsque l'on ignore, ça veut dire qu'on pouvait connaître, mais on ne maîtrise pas. Mais moi, je pense qu'il ne connaît même pas l'histoire de l'Afrique. Parce que déjà, lorsque l'on parlait de la conférence de Berlin, le Rwanda n'existait pas. On n'aurait même pas pensé qu'il naîtrait un jour M. Kagame. Et c'est là où les colons, en son temps, ont posé les jalons de cet éclatement des pays qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Et si et seulement s'il n'était pas là, ou ses aïeux n'étaient pas là, sur pied de quoi il fonderait ces allégations? Parce que si dans son état, dans son pays, il avait des historiens responsables, et si seulement s'il les écoute, il aurait posé la question avant. Les terres dont nous voulons réclamer, est-ce que nous étions là lorsque l'on les donnait? Ou lorsqu'on procédait au partage? Ce fait ça les questions capitales. Mais comprenant la faiblesse de la gouvernance Kinshasa, comprenant l'irresponsabilité de ses dirigeants, il dit qu'il faille que je plonge dans ces communications audacieuses et provocatrices pour voir si cette fois-là au moins ils auront du culot pour me répondre de manière proportionnelle. Mais comme pour toutes les fois, la RDC loupe l'occasion de répondre de manière coercitive, M. Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier de cette gouvernance amorphe? J'ai dit non. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier de ces gens qui ne mesurent pas la grandeur de propos que nos agresseurs tiennent? Donc aujourd'hui, comme nous le disons depuis plusieurs années, ces gens nous agressent, ils nous violentent, ils nous tuent parce qu'ils ont des réclamations à faire. Très bien. Et l'État qui est censé protéger nos terres, l'État qui est censé nous protéger, qu'est-ce qu'il dit de ça? Il dit rien. Il dit rien. Alors selon vous, que doit faire Kinshasa? Doit adopter quelle position à ces jours face à cette énième provocation du président rwandais? Vous avez lu les tweets du porte-parole du gouvernement qui estime que Paul Kagame, c'est lui le fondateur du M23, du CNDP, bref, de tous ces mouvements rebelles qui agressent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est suffisant comme élément de réponse, ou vous estimez que le gouvernement doit faire un peu plus ou peut-être agir avec promptitude comme le faisait à l'époque, comment il s'appelle encore, les vieux Lambert Mende? Et cher Gelor, je l'ai toujours dit en dépit de son passé dans la rébellion,
M. Mende reste parmi les meilleurs de porte-parole que nous avons eu pour la République. Il était très prompt à... Il y a lui et puis le sénateur Momengi. C'est lui-ci qui est là, mais c'est vraiment tout sauf Mende. C'est tout sauf Mende. Les redits déjà entendus, nous connaissons. C'est les Rwandais qui c'est Kagame, les maîtres hommes, voilà. Et nous avons même de preuves pour ça. Des officiers rwandais ont été arrêtés ici avec des tenues rwandais. Plusieurs rapports étaient et allèguent le plus récent de toutes, c'est les rapports des experts des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous devons nous poser comme action? Nous devons nous plaindre là où il faut. Est-ce que nous avons déjà saisi ne serait que c'est la Cour africaine pour dénoncer cette attitude belliqueuse du Rwanda? Non. Est-ce que nous avons nous déjà demandé les sanctions contre le Rwanda? Plusieurs fois. Non. Plusieurs fois. Non, nous avons pris... Hervé, je suis quelqu'un qui suit de près la politique de mon pays. Non, mais le président a demandé plusieurs fois des sanctions contre le Rwanda. Donnez-moi une vidéo. Il n'y a pas que le président. Non, donnez-moi une vidéo. Récemment, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui était parti représenter la RDC lors de l'Assemblée interparlementaire, a aussi plaidé pour des sanctions contre le Rwanda. Donnez-moi une vidéo où le citoyen Antoine demande les sanctions. Il n'y en a pas. Ah bon? Nous avons pris 4 fois la parole du haut de la tribune des Nations Unies depuis 2019. Aucunement nous avons demandé la sanction. Aucunement. Et lorsque vous prenez le premier vice-président, vous comparez sa voix à celui du premier ministre. Laquelle elle est prépondérante? C'est ça la question. Et vous pensez émettre l'opinion ou encore émettre votre demande dans l'union interparlementaire. Pourtant, vous avez eu à gérer successivement 4 OI en Afrique. La SEDEC, la CEAC, l'Union africaine même. Là, vous pouvez vous impulser ces sanctions et les voir être obtenues. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, déjà là, vous pensez que dans l'union interparlementaire, vous pouvez le faire? Oui, il s'agit que de parlementaires. Bien qu'ils sont parlementaires de pays, mais ils ne sont que parlementaires. On ne parle pas des chefs de gouvernement là-bas. On ne parle pas des chefs d'État là-bas. Mais si ces gens-là ne vous agréent pas, c'est pourtant pas pour vous le droit d'abandonner. Il y a même un compatriote qui m'a fait rire ce matin lorsqu'on échangeait sur la thématique. Il m'a dit depuis 2019, c'est le 17e discours tenu par M. Kagame. Et la RDC n'a répondu à aucune de ces discours. 17e. Tout assise confondu, que ce soit chez lui, que ce soit en dehors du pays. 17e allocution. Comment expliquez-vous le silence à Kinshasa actuellement? Est-ce que ça fait partie de la stratégie de la diplomatie agissante tant vantée, ou vous estimez que c'est la crainte peut-être d'affronter Paul Kagame qui bénéficie, ce n'est plus quelque chose à cacher, du soutien de la communauté internationale? Non, le silence de la RDC est coupable. Je l'ai toujours dit. Ces pouvoirs bourrés de mercenaires qui ont été recrutés et payés par les belligérants pour nous donner ou nous soumettre à ces traitements. Comment on peut vous insulter les matins et vous arrivez à bien dormir le soir? Et vous allez même dans des fêtes. Comment on peut minimiser vos morts un matin et vous arrivez à bien manger le soir? Non, c'est pratiquement irresponsable. Et ceux qui pensent abusivement qu'il s'agit d'une stratégie, d'une diplomatie agissante ou faiblard ou je ne sais quoi, mais ils se trompent. Une diplomatie agissante n'a sa place que si les réponses aux problèmes sont trouvées. Comment pouvons-nous parler d'une diplomatie agissante alors que nos morts continuent? Alors que les attaques continuent? Alors que la faim continue? En quoi cette diplomatie agissante a produit des résultats pour diminuer ou arrêter avec nos morts? Moi, je crois que c'est une très mauvaise communication. Mais il faut y agir de manière proportionnelle. Nous le voyons continuellement avec la Russie et l'Ukraine.
Chaque fois que l'OTAN ou un pays de l'OTAN opine pour les intérêts de l'Ukraine contre la Russie réagit par tous les canaux. Des communiqués qui passent en boucle, des réunions qui se multiplient, des déclarations qui se multiplient. Vous allez voir là maintenant, là, c'est les ONG, les partis politiques et les personnalités politiques qui vont s'atteler à répondre à M. Kagame. Mais ils n'ont pas de qualité, ils ne sont pas officiels. Et les officiels qui bouffent l'argent de l'État, qui roulent carrosse, sont là, en train de rire et dire oui, notre plan est en train de marcher. Comment faire aujourd'hui pour stopper Paul Kagame? D'abord, ici en interne, que faire pour stopper Kagame? Parce qu'au niveau international, ça devient de plus en plus très compliqué. Mais déjà, il faut dire que la question de la cohésion nationale, pour mettre fin à cette situation, devient nécessaire, ou je peux dire capitale. Nous devons avoir l'adhésion de tout le monde face à cette guerre plutôt. Nous devons avoir l'accompagnement de tout le monde face à cette menace. Ceux qui sont experts en communication numérique, je ne parle pas de ces impolis, notamment la fameuse Denise qui nous insulte les matin, midi et soir. C'est qui Denise? Ou l'autre là qu'on appelle Mamazor, si je ne sais quoi. Je parle des compatriotes congolais qui utilisent leurs écrits, les réseaux sociaux pour vendre en bien la République. Il faut les mettre en contribution. Et ensuite de cela, que l'État s'assume. Vous savez, dans une maison, lorsque l'on agresse la famille et que papa est devant, tout le monde est motivé. Mais la maison est agressée, papa est en train de ronfler au lit. Vous êtes sûr que même les cadets vont sortir? Non. Maman aura peur de sortir. Nous pouvons bien nous agir, mais nous n'avons pas de qualité. C'est par fibre patriotique, par amour exagéré pour notre pays que nous allons agir. Et c'est ce que je fais ici. Mais j'aimerais que celui qu'on appelle abusivement père de la nation. Pas abusivement. Mais en quoi il est père? C'est lui le président de la République. En quoi il est père si on nous tue, il regarde? Je fais ça la réalité. Donc il faudrait qu'il soit devant, qu'il impulse sa volonté. Et nous allons suivre. Est-ce qu'il est possible à ce jour de parler de manière sincère de la cohésion nationale? D'ailleurs, on va se rappeler qu'il y a peu, le président de la République avait lancé un appel à la cohésion nationale. Il avait demandé à tout Congolais de mettre de côté tout ce qui nous divise pour voir plutôt l'intérêt de la République. Mais on retrouve dans la famille politique du président de la République des gens qui, matin, midi, soir, prônent un discours de la division, de la séparation. Il y a peu, on a vu les députés porteurs de la proposition des lois Tchani, Nsingi Pouloulou, dire haut et fort, sans être inquiétés jusqu'à présent, que les Katangais sont à la base de la destruction de ces pays. Est-ce qu'il est possible de parler cohésion nationale dans un contexte où les uns et les autres estiment qu'ils peuvent vilipender d'autres communautés sans être inquiétés? Il est très difficile, voire impossible, à l'ère actuelle de mettre en place la cohésion nationale. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place est venu en maître propagateur de la division. Et cela est manifeste. Vous allez voir les nominations et les mises en place. Majoritairement, une tendance ou un coin est privilégié, au détriment des autres. Voir les gouvernements de la République, les entreprises publiques, les messages véhiculés ne prônent pas l'unité, mais plutôt la division. Deuxième fait, tous les communicants du camp au pouvoir ont prêché la division dès leur arrivée au pouvoir. Je vous prends le cas de l'impoli de Denise, qui vous a dit sur la place publique, devant micro et caméra, sous la barbe impuissante des autorités de l'État, que yo mungala kanga monoko, yo mukongo kanga monoko, pouvoir nabiso. Et la gouvernance actuelle, par celui qui l'imprime, vous dit que certains sont les machis, et d'autres sont les sorciers, et d'autres sont des combattants. Ils ont prêché la division. Et on revient actuellement, ça ne date même pas de 4 jours. Un monsieur qui prend le courage de venir sur la place publique, toujours dans leur histoire de l'Okuta, la politique, pour dire haut et fort
que les Katangais sont à la base de la destruction de ces pays. Chose qui ne sera nullement prouvée. Heureusement pour lui, parce qu'il n'y a pas une justice à même de l'arrêter. Heureusement pour lui. Et le monsieur oublie même que l'actuel Premier ministre, c'était un ressortissant katangais. Non, je n'aimerais pas entrer là. Même s'il est né à Paris. Non, c'est ça le grand problème en fait. C'est ça le grand problème. Donc il oublie que dans des états sérieux, un responsable ne peut pas tenir pareil discours. Et depuis qu'il a prononcé à ce jour, le parquet lui regarde. Il suffit d'être dans l'union sacrée, de soutenir M. Antoine et d'être exonéré de toute poursuite. Et aujourd'hui, ce discours-là prône et continue à s'aimer les graines de la division. Et il oublie encore que Tchoma est une famille. Les Katangais sont une population. Et aujourd'hui, si E décide de répondre de manière proportionnelle, ils s'organisent d'ailleurs, nous avons appris depuis hier qu'au niveau du Katanga, au niveau du Grand Katanga, il y a des gens qui se cotisent déjà pour prêter, qu'est-ce que j'ai dit, pour déposer une plainte contre les députés auteurs de cette déclaration. Vous savez, si ces messieurs ne pas arrêté, je penserais, et certains vont m'excuser, que nous n'avons pas de justice dans ces pays. Si ces messieurs ne pas arrêté, je concède encore que Denise manifeste son impolitesse sur les réseaux sociaux tel qu'il l'a fait. Parce qu'apparemment, il a un problème d'instruction aussi. Mais je ne concéderai pas que c'est lui qu'on appelle honorable. Mais il s'est bien qu'il n'a pas le profil. Il s'est ressaisi, il a dit qu'il parlait des Katangais de basse classe. Non. Ça dit qu'il y a des Katangais de basse classe. Non. Ces Katangais de basse classe n'ont pas le droit d'être insultés tel qu'il l'a fait. Ils n'ont pas le droit qu'ils puissent les qualifier tel qu'il l'a fait. Ce sont ces mêmes Katangais de basse classe qui acceptent de travailler dans des mines pour qu'au travers de leurs efforts, l'économie du pays soit renflouée. Est-ce qu'il a déjà été en brousse chercher la vie? Lui là, il a déjà été chercher la vie. C'est en fait ça la réalité. Et aujourd'hui, personne de cette histoire qu'on appelle l'union sacrée n'est à même de condamner pareil propos. Pourtant à l'intérieur, il y a des Katangais. Notamment le Premier ministre. C'est ça la réalité. Il fait partie de ces présidiums. Vous comprenez qu'en réalité, il y a un souci. Les soucis, c'est les soucis de l'unité. Je le dis toujours, nous devons tous respecter la mémoire d'un homme qui a tout géré pour maintenir l'unité nationale. Lui, c'est Mobutu. Pensez-vous que Mobutu ressuscitait même pour 30 minutes? Ses députés passeraient la nuit aujourd'hui chez lui à la maison. Même pour 30 minutes. Avec ses propos incendiaires. Avec ses propos séparatistes. Avec ses propos qui frônent la stigmatisation. Il veut isoler les Katangais. Il veut isoler les Katangais. Comme notable de son coin, il a déjà fait quoi pour cette nation? Nous savons tout ce qu'a été Moïse Tchombe. Nous savons tous ce qui sont les leaders katangais dans ce pays. La preuve, vous avez cité Jean-Michel Sama. Lui, il a qui sait si un jour, il n'arrivera même pas à la hauteur de ce que les plus petits des Katangais a fait. Mais aujourd'hui, le couteau à la politique le met sur la place publique et pour vendre cette hérésie, ces hérésies, et stigmatiser tout un peuple. Retenez les images. Même après Antoine, ces gens seront face à la justice. Très bien, on va parler conclave de l'opposition, mais une toute dernière question en rapport avec la sortie médiatique de Paul Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il craindre avec cette histoire des zones tampons qui est instaurée dans plusieurs localités de la RDC, que la RDC soit véritablement balkanisée comme ça a été toujours pressé? Nous sommes de plein pied plutôt, excusez-moi, dans l'exécution de la tâche pour lesquelles ces mercenaires ont été recrutés. C'est qui ces chefs d'État sérieux? C'est quoi cette gouvernance qui se veut être sérieuse? Qui accepte qu'une partie de son territoire national soit gérée par une armée étrangère sans que son armée soit là? C'est qui cette personnalité politique qui est fière de voir dans sa nation une partie des territoires être gérée par des non-originaires? C'est ça le problème. Et s'il faut scruter encore l'esprit et la volonté de la charte de la East African Community,
principalement l'article 4, pourrait bien évidemment nous donner des réponses à ce que nous vivons aujourd'hui. De par l'adhésion, nous avons accepté que si les besoins se présentent, nous devons céder nos terres. Pourquoi aller dans une histoire où on nous impose la cession de nos terres? Pourquoi y aller? Au prix de quoi et de combien? J'ai lancé ce défi tunnel pour dire que j'attends que quelqu'un me donne la durée effective de ces zones tampons ou de la présence de ces officiers sur mes territoires. Mercredi, il y a une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC à Goma, sûrement. On aura toutes les réponses par rapport à cette question. Est-ce que la RDC a un ministre de la Défense? Oh, mais on en a. Jean-Pierre Bemba. Oh, comment pouvez-vous dire ça? Il a depuis un mois, ou un mois et demi. Hervé, quelqu'un qui vient occuper la défense, dans des contextes tels que nous le vivons aujourd'hui, nous sommes en proie d'une balkanisation. Mercredi, il sera à Goma. J'arrive, laissez-moi finir mon idée, vous allez me faire perdre d'idée. Combien de fois il a tenu les réunions avec tous les services concourant à la sécurité de ma nation depuis un mois? Ça, c'est les actes qui poseraient un très bon ministre de la Défense. Combien de fois? Nous le voyons avec les chefs des opérations russes en Ukraine. C'est chaque jour qu'ils tiennent des réunions. Chaque jour. Même par Motorola, ils tiennent des réunions. Notre ministre de la Défense, à part aller visiter les chantiers de là où serait érigé son cabinet, les cabinets du ministère de la Défense. Il sera à Goma avec les chefs d'état-major, avec les ministres de la Défense de tous les pays membres de l'EAC. Est-ce que vous savez que les citoyens Antoine... On aura des réponses à toutes ces questions. Est-ce que vous savez que les citoyens Antoine a eu une réunion avec les chefs d'État et les responsables du commandement militaire sur le terrain de la East Community Africa? Très bien. Oui, il a presque tiré à boulet rouge sur l'exécutant au couloir. Il a laissé l'envoyer, il envoie là. On va parler de l'opposition pour boucler l'émission, cher Jonathan. Les leaders de l'opposition, ils étaient au total 4, ils se sont réunis à Lubumbashi le week-end dernier. Ils ont parlé réqualification du processus électoral, ils ont parlé récomposition du bureau de la CENI de la Cour constitutionnelle. Ils projettent également une grande marche le 13 mai prochain pour exiger la mise en application de tout ce qu'ils ont évoqué dans leur déclaration. Est-ce qu'à ce jour, c'est encore possible que la gouvernance actuelle puisse reculer et accéder à vos revendications? Déjà, il faut se poser une question. Est-ce que la gouvernance actuelle, elle est licide? Moi, je dirais non. Si la licidité était là, nous n'aurons pas à réclamer par démarche des choses qui sont pourtant simples et basiques. Je vais poser une question simple. Sous pied de l'article 158 de notre Constitution, le président de la Cour constitutionnelle est là pour un mandat de 3 ans renouvelable. Mais je poserai la question, est-ce que le président Kalouba fait 3 ans? De manière simple, vous allez conclure avec moi qu'il n'a pas fait 3 ans. Ça veut dire en amont que la Constitution n'a pas été respectée en ces points-là. J'évolue. On arrive pour la CENI. On vous dit que les membres doivent émaner de 3 catégories. La société civile, principalement la composante confession religieuse qui doit désigner les présidents, l'opposition et le pouvoir. Mais je poserai une autre question. Est-ce que ceux qui représentent l'opposition aujourd'hui sont vraisemblablement l'émanation de l'opposition? J'ai dit non. La preuve, c'est qu'on ne sait même pas dire qui a signé les PV qui les envoie là-bas. Vous comprenez qu'il y a encore un autre souci. Les soucis, c'est le souci de la fiabilité. J'aimerais remercier tous ces leaders de l'opposition et de la résistance. Parce que dans pareilles circonstances, il faille mettre en place ces stratégies-là en étant beaucoup plus unis. Dans les actions et initiatives. Nous ne sommes pas unis pour désigner un candidat commun. Ça, il faut déjà le mettre de côté. Nous n'en parlons pas maintenant. Ça a été précisé. Voilà. Mais nous sommes unis pour les actions à mettre en place pour la reconquête de notre meilleure condition de vie. Bien qu'elle n'a pas été meilleure, les conditions d'attente où je pouvais acheter un pain pistolet à 100 francs. Mais pas aujourd'hui. Ou avec 1000 francs, j'achète que 3. Et on me retourne 100 francs. Où je pouvais prendre une boîte de tomates
à 150 francs, pas aujourd'hui où c'est à 550 francs. Et aussi et surtout, la réqualification du processus électoral actuel, qui est truffé d'irrégularités et de fraude, pour préparer la nomination ou les nominations des dirigeants en 2024. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer un boulevard au profit de Félix Tshisekedi pour glisser et convoquer plus tard une table ronde qui va mettre de nouveau les opposants, je ne sais pas moi, la société civile, autour d'une table pour parler, partage encore du pouvoir? Je le répète encore, et M. Olivier Kamita tout l'a dit, nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs d'un quelconque dialogue. En lingala, on dit, tozaba sengité, topi tozaba biengamité, yami lulu ko permettre mutua sieta. Nous sommes décidés qu'après le 23 décembre 2023, si nous entrons le 24, ça sera sans les citoyens Antoine comme magistrat suprême. Ce même discours a été tenu là, en 2016-2017, alors que le mandat de Joseph Kabila est arrivé à son terme. Ceux qui ont tenu ce discours dans le passé ne sont pas égaux à ceux qui les tiennent aujourd'hui. Ceux qui ont tenu ces discours par le passé marchaient avec ceux qui sont restés aujourd'hui dans l'opposition. Voilà. Parce que ceux qui étaient là en son temps ne maîtrisaient pas l'essentiel de leur combat politique. Voilà qu'aujourd'hui ils ont compris que le vrai combat, c'est au niveau de la constance, c'est au niveau de la fiabilité. Et c'est ce qui se passe. Le vrai soldat du peuple, qui aujourd'hui est confirmé par tout le monde, Martin Fayoulou, nous avons tenu pendant tous ces quinquennats. Qui ne vous a pas dit qu'on les a vus quelque part? Ils vont glisser, ils vont entrer dans la jouissance. Mais au finish, nous avons été nulle part. Parce que nous avons pris un vœu solennel devant notre peuple. Mais je m'entends concrètement. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Les élections sont au mois de décembre, pratiquement dans 8 mois. Quelle est la magie que la CENI ou le pouvoir en place doit opérer pour accéder à vos revendications? Sachant qu'il y a un calendrier électoral qui est déjà en marche. Un calendrier électoral irréaliste qui va de report en report. Donnez-moi une date de ces calendriers qui se viennent être respectés dans les délais. Il n'y en a pas. C'est toujours de prolongation, c'est toujours de report. Nous l'avons dit à CEPAS il y a une année, que les réformes consensuelles tant voulues, nous pouvons les faire en moins de 20 jours. En moins de 20 jours. Parce que chacune des composantes maîtrise déjà ou a déjà ce qu'il pense ajouter. On se retrouve le premier jour, on soumet le tout. On se retrouve le deuxième jour, on débat. On se retrouve le troisième jour, on adopte. Et puis après le troisième jour, on envoie au Parlement pour entérinement. Et puis après, c'est la promulgation et c'est fini. Venons-en aux réformes pour la Cour constitutionnelle. C'est même cette même ordonnance qui a violé une disposition de l'article 58 pour débarquer un président qui avait encore son mandat. On peut prendre également cette ordonnance pour réparer ses torts. Mais cette fois-là, en nommant les gens qui seront à même de travailler pour la nation et non pour les personnes. Ce processus biaisé ici, nous l'avons dit, que c'est possible de sursoir à cela. Travailler rapidement pour amener la paix et enrôler tout le monde. Est-ce une fierté d'aller aux élections, sachant qu'il y a une partie du territoire national où les gens ne voteront pas? Comme ça a été le cas pour Yumbi, Benibou, Tembo, on va encore le faire cette année pour Ituri et les Nord Kivu. Ça, nous disons, c'est pas juste. Parce que la Constitution dit, tous les Congolais ont le droit de se choisir des chefs et des dirigeants. Et aujourd'hui, dans ces coins où on ne va pas enrôler, il y a eu des nouveaux majeurs. Pourquoi leur priver de ces droits d'élire pour la première fois un chef d'État et des députés? Est-ce que vous savez les plaisirs que l'on a lorsqu'on est devant l'urne, où on va sceller le destin de tout un peuple? Mais aujourd'hui, un bon monsieur qui s'appelle Nanga Junior décide de priver les Congolais de ces droits-là.
Nous pensons que les réformes tant voulues, en moins d'un mois, nous allons tout faire et baliser les chemins vers les bonnes élections. Alors les bonnes. De quelle manière vous allez vous y prendre aujourd'hui? Les confessions religieuses, pratiquement 6, ont fait bloc autour de la désignation de Denis Kadima comme président de la CENI. Seuls les catholiques et les protestants s'étaient retirés de ces discussions. Comment vous comptez vous y prendre actuellement, vous de l'opposition? Est-ce que nous avons des Les 13, vous allez marcher après? Est-ce que nous avons les confessions religieuses dans ces pays? Nous avons les hommes d'affaires et des coopérants. J'en connais pas de confession religieuse ici, j'en connais pas. Vous les pensez? Moi, j'en connais pas. Vous savez, déjà de par leur mission, l'église est censée être au milieu du village. Mais lorsque l'église gire sur un candidat, ça veut dire que l'église n'est plus impartiale, il est devenu partial. Mais c'est le candidat qui avait rempli le profil exigé. Ces candidats-là n'égalera même pas à 3% les CV de Malonda. N'égalera pas à 3% les CV de Sapou. N'égalera pas à 2% les CV de Loumou. Mais comment il s'est retrouvé propulsé au Parce qu'il y a eu des injonctions. Comment ça s'appelle encore? Malonda. Il y a eu des injonctions. Injonction. Pour une première fois, Hervé, de peu de mon âge, que je vois un chef soutenir un candidat à la CENI. Je l'ai vu dans cette gouvernance. Pour une première fois. C'est un peu comme quelqu'un qui soutient celui qui va décider de son avenir. Est-ce qu'on est sérieux là? Et moi je pense, et je crois l'avoir partagé avec vous une fois, que ces gens-là sont déjà à faire la prison. Les gens que vous appelez confession religieuse. Ah bon? Oui. Parce que s'il faut cerner les motivations et même la procédure, vous comprenez qu'il y a des soucis. Sur pied de quoi ils se sont retrouvés à la 6 mai, alors que leur siège c'est au centre interdiocésain. C'est ça la question. Ils vous donneront quoi comme explication? Les catholiques voulaient imposer leur candidat et les six autres confessions. Qu'est-ce qui justifie l'imposition des catholiques? Et qu'est-ce qu'ils entendent par imposition? On peut vous imposer quelqu'un et vous inviter à venir là où on va décider ensemble? Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des enfants. Heureusement que les ténèbres ne régnera pas toujours. Très bientôt, là, comme le disait le chanteur Pichu Mwanza, je pense que nous pouvons bien faire et mieux faire. Alors l'opposition va faire quoi si Félix Tshisekedi et son régime disent non à vos revendications? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que vous allez accepter de participer aux élections avec Denis Kadima comme président de la CENI, avec Kamouleta comme président de la Cour constitutionnelle, ou vous allez adopter aussi la position du FCC qui s'est dit non concerné par les processus en cours? La rue va parler. Déjà ça commence le 13. Nous allons être aidés. Et puis après, ça sera encore la rue. Et puis après, ça sera encore la rue. Et cette fois-là, on va voir entre la prédation et le pouvoir suprême qui va gagner. Vous savez, il y a un aîné qui dit souvent, le peuple c'est le lion tranquille qui n'attend qu'à être, ne serait-ce grimacer pour sortir et rougir. Nous avons compris que le message est clair. Ils veulent faire du forcing. Nous allons actionner la rue. Nous allons actionner le peuple. Et avec ou sans Nanga Junior, les sorts du citoyen Antoine est scellé. Après 2023, il aura les rangs des sénateurs à vie. Ça, les Congolais devraient les retenir. Parce que c'est leur choix que nous Je vous rappelle que le président de la République est encore éligible. La Constitution lui donne la possibilité de briguer un deuxième mandat. Est-ce qu'il a déjà été élu pour une première fois? Il a été élu en 2018. Il a été proclamé. Il ne sera pas en mesure de prouver qu'il a été élu. Comment on peut proclamer quelqu'un qui n'est pas élu? Voilà. Comment on peut proclamer quelqu'un sur pied d'un vide? Il ne sera pas en mesure de vous dire que sur pied de tel document j'ai été élu. Est-ce qu'il revient à lui de confirmer ou je ne sais pas moi d'approuver? Et même celui qui prouve ne peut pas prouver ou est incapable de prouver. Comment toi tu peux hériter d'une histoire improuvable? C'est fait ça la réalité.
Comment vous pouvez accepter d'hériter d'une histoire improbable? Il n'a jamais été élu. Et il ne le sera pas. Parce qu'en 2023. La rue va parler selon vous pour faire reculer le pouvoir en place, mais moi je vous dis que vous n'avez pas le monopole de la rue. Oui, tout le monde a le monopole de la rue. Mais la rue n'entend pas tout le monde. Il y a de ces personnes-là. Pourtant, ça a été prouvé plusieurs fois que la rue entendait plus les partis au pouvoir actuellement, les partis présidentiels. La rue entend plus l'argent du pouvoir en place. C'est quoi cette manifestation du pouvoir en place qui a été convoquée sans qu'on donne 4 à 5 000 francs? Bon, ils ont échoué au stade, hein, parce que le stade là, c'était les jeunes catholiques qui étaient très fervents. Ils ont échoué là-bas. Le 22 avril, ils seront de nouveau au stade pour la sortie officielle de l'Union Sacrée. Le professeur Mbata attend plus d'1 million de personnes. Le 22 avril, ça va arriver ces jours. C'est dans 6 jours à peu près. S'ils n'invitent pas les pasteurs pour appeler leurs croyants, je sais qu'ils vont aller voir les prophètes pour Côte de Dominique. S'ils ne vont pas les voir. Mais les prophètes là, j'arrive. C'est pratiquement tout le monde qui va. C'est l'église qui mobilise le plus au Congo. C'est l'église Iloba. Les musiciens au Congo. Les musiciens qui veulent jouer au stade des martyrs vont consulter les prophètes. Je vous dis, tout le monde. Je vous dis, c'est l'église qui mobilise le plus au Congo, c'est l'église d'Iloba. Et puis l'église catholique. S'ils ne vont pas voir l'église, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont voir les musiciens. Mais pour le peuple, tu n'as pas besoin d'église. Tu n'as pas besoin de musiciens. Demande-nous de venir, nous sommes là. Est-ce que Kabila est avec vous dans ces groupes des 4? De mes informations, en tout cas de mes dernières informations, après avoir fait les regroupages, le sénateur Kabila n'est pas avec nous. Ok. Moins encore les FCC. Et le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel, il était aussi annoncé, mais malheureusement, jusqu'à la fin de ses travaux, il ne s'est pas présenté, il n'a même pas délégué quelqu'un pour le représenter. Non, vous vous trompez. Il a été représenté. Ok. Mais son représentant ne pouvait pas signer parce qu'il est une personnalité politique. S'il était un parti, oui, son siège pouvait signer. Mais comme une personnalité, seule la personnalité signe. Sinon, on dira tel représentant, telle personnalité, non. L'église catholique est avec vous? L'église catholique a toujours été avec le peuple. Et nous sommes avec le peuple. Nous sommes le peuple. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes avec le peuple? Hervé, l'ultime moment est arrivé et les choses sérieuses vont commencer. Ça va se passer comment le 13 mai? Nous allons inonder la République. En commençant par la ville de Kinshasa. Habituellement, d'ailleurs, nous avons l'habitude de le faire. Nous allons être dehors. Est-ce que les 4 leaders vont se retrouver de nouveau ici à Kinshasa pour marcher le 13 mai, ou chacun va rester dans son fief? C'est notre stratégie de communication, nous n'allons pas les dévoiler ici. Mais sachez que tous les 4 leaders seront dans la rue. Tous les 4. Et ne soyez pas surpris de voir d'autres leaders. Ne soyez pas surpris de voir d'autres leaders. Ah bon? Oui. Très bien. On va terminer l'émission, mais une toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr de battre Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle au regard de l'ossature actuelle de l'Union Sacrée? L'Union Sacrée en réalité, c'est une coquille vide. Comment pouvez-vous dire ça? Voilà. Avec des personnalités influentes comme Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo. Il est influent où à Gemena? Jean-Pierre Bemba est influent à Gemena, n'est-ce pas? Dans le Grand Équateur. Non, il ne faut pas parler du Grand Équateur. Il ne faut pas parler du Grand Équateur. Je peux vous dire que Bemba n'est pas influent à la Chouapa. Deuxième à la présidentielle de 2006. 2006, ça date Vital de combien d'années? Kamerhe est troisième, je crois, à la présidentielle de 2011. Ça date de combien d'années maintenant? C'est des gens qui représentent quelque chose. Depuis 2006, nous sommes en termes de poids politique. Nous sommes à plus de 10 ans. Sa notoriété s'est vue être détruite petit à petit. Vital Kamerhe, oui, il est leader dans son grand Kivu, particulièrement le Bukavu. Particulièrement le Bukavu. Mbosso dans son coin de natal. Dans les grands bandes toujours. Mais nous avons des leaders qui n'ont ni besoin de coin, mais qui sont pour toute la République. Très bien. Vous avez vu le président Martin dans le Grand Équateur. Pas à Gemena, mais dans le Grand Équateur. Les choses sérieuses vont commencer, Hervé. On a terminé l'émission, cher Jonathan. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Moi, je vous remercie d'ailleurs, sincèrement. Vous êtes toujours apte et prompt à répondre à mes multiples invitations, même quand je vous prends à pied levé. Grand merci en tout cas. Je vous remercie aussi pour cette considération. Nous sommes là. Chaque fois que la nation va nous appeler, nous allons venir.
Parce que nous pensons que c'est le peuple peut libérer un peuple. Très bien, c'en est fini pour le premier numéro de la semaine des Perfect Actu. J'avais reçu pour vous, je les rappelle, Jonathan Ngwele. Il est initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il évolue au sein de la coalition Lamouka. Avec lui, nous avons passé en revue les grandes questions d'actualité. On se retrouve demain mardi pour la suite des Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.